Hey, hey, yeah. Hey, yeah. Coucou Jogustine, pronom elle pour l'instant. Humoriste, autrice, productrice pour toutes les disciplines artistiques qui requièrent l'écriture d'une histoire, militante avant tout de l'intersectionnalité. J'écris de la fiction et de l'humour dans le but de démanteler le blanchiarcat ou le patriarcat blanc, cisgenre, hétérosexuel, capitaliste. En fait, tout ce que j'écris maintenant, tout ce que j'écris a pour ligne directrice que j'appelle The Big Deal. DIL, décolonialité, intersectionnalité, libération. Je crois que je vais commencer par intersectionnalité. Terme développé par l'universitaire noire féministe états-unienne Kimberly Crenshaw dans les années 80, me semble-t-il. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'elle réfléchit, et ainsi que d'autres afroféministes noires, qu'elle réfléchit à la question de l'intersectionnalité des oppressions systémiques. Donc, plutôt que de penser le féminisme comme un féminisme blanc, un féminisme universaliste, penser le fait qu'en plus d'être une femme, on va subir une autre oppression qui est celle de la race, donc le racisme, donc la misogynie noire pour les femmes noires. On va subir une autre oppression qui est celle de l'identité du genre, la transphobie. Donc, être une femme trans et être une femme cisgenre noire, c'est pas la même vie, c'est pas la même espérance de vie. Être une femme noire de Buena-Priso, quartier d'immigrés blancs et blanches de Douala au Cameroun, et donc c'est un quartier qui a de l'argent, et être une femme noire dans des quartiers populaires non privilégiés, c'est pas le même vécu. Donc ce sera pas la même approche du féminisme, etc. Donc c'est un féminisme qui aborde les questions non seulement de genre, mais aussi de race, de classe, et on y rajoute au fur et à mesure, donc dans la nouvelle génération, on y rajoute toutes les questions d'oppression plus larges, c'est-à-dire le validisme. Donc, on va aussi lutter pour des femmes en situation de handicap mental comme physique. On va aussi, je vais présenter par là le L du DIL, libération. On va aussi penser à des espèces non humaines. Donc, l'oppression systémique qu'exercent les êtres humains sur les animaux. Donc, la violence, la torture, la cruauté animale, la cruauté sur les animaux. Il s'agit par là, en fait, d'aborder le véganisme, par exemple, comme une approche de la libération, donc de décider de lutter pour toute forme d'espèce opprimée systémiquement, c'est-à-dire toute forme d'espèce dont l'oppression est validée par le système, toute forme d'espèce, c'est-à-dire le peuple noir, les femmes, l'oppression juste capitaliste qu'exercent les pays blancs sur le continent africain et sur la Panafrique. L'oppression qu'exerce au Brésil la minorité blanche sur la majorité noire. Le Brésil, c'est quand même le deuxième pays au monde qui a le plus de noirs après le Nigeria. D'ailleurs, moi, j'encourage le mouvement panafricain à faire entrer le Brésil dans le mouvement. Là, je cite les Noirs, mais il y a aussi l'oppression que subissent les femmes, qui est validée par le système patriarcal. Donc, le fait, c'est juste au Cameroun que avant ces 15 ans, une femme sur 3 a déjà été victime d'une agression sexiste ou sexuelle. Est-ce que c'est normal? Une femme sur 3 quand même. Donc, du fait que juste tu demandes à n'importe quelle femme autour de toi, est-ce qu'elle a déjà subi une agression sexiste ou sexuelle, il y a de très fortes chances qu'elle te dira oui, alors que les hommes, c'est pas trop le cas. Et cette oppression est admise, donc la culture du viol, donc le fait que les femmes soient sous-payées. Il n'y a qu'un pays dans le monde où on paye, où le fait de payer moins les femmes que les hommes soit illégal. Et c'est l'Islande. C'est depuis seulement 2 ans. Donc, le reste du monde, c'est normal. Bref, il y a ça, il y a les LGBT-phobies. Là, merci le Gabon d'avoir décriminalisé l'homosexualité. C'était cette semaine. Donc, on avance. Bravo pour les lutteuses et lutteurs LGBT du Gabon. Bientôt le mariage, on espère.
et l'adoption. Bref, je veux penser à la libération de tout le monde. Je veux que... Parce que regarde, là, quand je porte le t-shirt de Justice pour Adama, tu vois, enfin, c'est parce que on n'a pas eu de t-shirt pour les femmes trans noires qu'on assassine tout le temps, mais je te jure, tout le temps. Donc, pour te dire que son espérance de vie, c'est 35 ans. Moi, j'ai visé mes 111 ans. Et pour atteindre l'âge de 111 ans, tout ce que j'ai à faire, et c'est ce que je fais, c'est changer mon alimentation, ne plus manger de viande, pas boire d'alcool, ne pas, enfin, tu vois, faire du sport tous les jours, etc. Et j'ai ce luxe-là d'espérer ça, donc de faire ce calcul-là, parce que je ne suis pas une femme trans. Si j'étais une femme trans, tu ne vas pas dire une femme trans, parce que tout ce que tu as à faire pour vivre plus de 35 ans, c'est de changer ton alimentation. Non, c'est juste de ne jamais sortir de chez toi. Même chez toi, on va venir te tuer. Et le truc, c'est que les personnes qui les tuent ressemblent aux personnes pour qui je marche quand la police blanche les tue, tu vois. Donc, ne pense pas seulement à l'oppression qui te concerne. Donc, parce que tu es noir, on va te tuer. Pense aussi à celle que tu exerces sur les autres et demande la libération de tout le monde. Et c'est ça l'intersectionnalité. C'est juste avoir une certaine intelligence émotionnelle, une certaine empathie pour les personnes systémiquement opprimées. Pas les fausses excuses, les fausses oppressions, je suis un racisme anti-blanc, tu vois. Pas ou bien racisme anti-riche, voilà. Systémiquement opprimé. Le mot système est important ici. Et c'est pour ça que c'est devenu mon combat, le combat de ma vie. C'est pour ça que c'est à ça que je vais m'employer jusqu'à mon dernier souffle. Déjà, se rendre compte qu'on est colonisé. Pas qu'on l'a été à une époque, on l'est, et on l'est en permanence. À chaque fois qu'on allume la télé, à chaque fois qu'on sort dans l'espace, à partir du moment où la vision du monde, d'une civilisation, qu'une civilisation a imposée au reste du monde, ben voilà, cette vision du monde qui domine ce paradigme qui est voici comment il faut être belle, voici comment il faut être en couple, voici comment il faut prier, voici comment il faut travailler. Donc, cet ordre-là, on n'est pas né avec cet ordre-là. C'est quelque chose qui a été construit et qui a été imposé. Et c'est pour ça qu'on le retrouve un peu partout, parce que c'est la vision du monde judéo-chrétienne européenne qui s'est installée dans les colonies. Et elle est réitérée, elle est pérennisée par les médias et par les lectures. Donc, la décolonialité, la décolonisation des esprits, la décolonisation de nos modes de vie passe d'abord par cette prise de conscience que, au fait, notre vision juste du bien et du mal est une vision coloniale. Notre rapport même à nous-mêmes, en fait. Pour moi, c'est ça, à partir du moment où on apprend à s'aimer, ça, c'est quelque chose, quand tu es noir, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Quand le monde entier te déteste, c'est difficile de t'aimer toi-même. À partir du moment où tu apprends sciemment à déconstruire ta vision de toi-même, à te dire que waouh, je me suis levée ce matin, je suis toujours noire. Oh, c'est génial. Enfin, tu vois, à partir du moment où tu arrives à t'en émouvoir, à t'en réjouir, et ça, tu dois le faire de façon consciente, parce que tu ne le feras pas inconsciemment. Juste le fait, dans la langue française, noir est un mot négatif. Donc, comme c'est déjà ta langue, ton langage, c'est que chaque fois que je l'emploie, c'est négatif. Tu sais, moi, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 15 ans et j'y retourne 3 mois par an. Et je me suis rendu compte, quand je suis montée sur scène pour la première fois, moi, je savais que je vais monter sur scène, je vais parler avec l'accent camerounais. Je monte sur scène pour la première fois, le public est blanc. Je n'ai pas réussi. En fait, je luttais. Déjà, il faut se souvenir de ces blagues. Mais je luttais pour me souvenir, mais comment est-ce qu'on parle quand on est au Cameroun? Juste ça fait partie de... le code switching, c'est pour t'adapter, c'est pour ne pas subir l'oppression. Donc, quand tu essayes par exemple, ta voix est beaucoup plus grave quand tu es dans un milieu masculin, parce que tu n'as pas envie qu'ils se moquent de toi, ils te pensent moins compétente si tu as une voix aiguë, tu vois. Donc, tu switches tes codes pour être accepté et se décoloniser l'esprit, c'est aussi décider que non, je ne vais plus switcher les codes de ma négritude. Si tu te décolonises l'esprit en te disant que, OK, à partir de maintenant,
Genre, tu vois, dans mes écrits noirs, je l'écris avec le N majuscule. À partir de maintenant, je pense noir en majuscule. Et ça, je dois le faire volontairement. Je dois remettre en question tout ce que la colonisation européenne, pas rejeter, remettre en question tout ce que la colonisation européenne m'a imposé. Je fais mon shopping dans mes valeurs, donc décoloniser l'éducation, décoloniser la religion. Ça, c'est un truc qu'on aborde tellement rarement dans la littérature africaine. Mais on n'ose pas, on a peur, on tremble. Décoloniser l'approche de la religion, décoloniser la famille, même les genres, décoloniser tout ça. Pourquoi tu as fait HEC? Non, ça, je revois juste une question. Ça vient une question qui revient souvent dans la famille. Oh, tu as fait HEC, tout ça pour, tout ça pour faire le clown? Pas exactement, mais franchement, j'ai toujours, de toute ma vie, voulu écrire, inventer des histoires. J'ai toujours voulu faire ça. Mais le truc, c'est que mes parents sont ingénieurs. Bon, je ne connaissais pas d'autres métiers que ingénieur, médecin, prof. Donc, il n'y avait certainement pas scénariste là-dedans. Et j'étais tombée sur un livret L'étudiant, avec une liste de métiers. J'étais encore au Cameroun, ça veut dire que j'avais moins de 15 ans. Et j'étais allée sur la page scénariste. Et on avait écrit, donc le livre te disait quelles études il fallait faire, etc. Quel cursus il fallait faire pour faire ce métier-là. La scénariste, on avait écrit pas de diplôme requis. Et là c'était un peu la merde, tu vois. J'ai dit, attends, je vais quand même pas dire à mes parents que le métier que j'ai envie de faire n'exige aucun diplôme. Là, on va dire non. Il fallait que je trouve autre chose. Donc, j'ai trouvé publicitaire parce que j'adorais ça. Et je pensais que publicitaire voulait dire inventer des films publicitaires, écrire des films publicitaires. Je voulais être une femme PDG dans le monde de la publicité. Donc, je voulais être la meilleure dans le milieu. Et j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait une certaine Mercedes Hera. Elle était à l'époque elle est toujours chez Avast Worldwide, mais à l'époque, c'était BETC. Et elle avait fait HEC. Donc, enfin, quand tes parents sont ingénieurs et que tu ne veux pas être ingénieur, il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'avais trouvé Mercedes Serra, je vais faire HEC. Et j'ai fini par faire HEC. Et toutes mes études à HEC, je les ai faites avec l'esprit totalement colonisé. Je ne me suis pas rendu compte à cette époque que, même s'il y a eu quand même une certaine interrogation, tu sais, tu vois, quand il y a des quotas, on n'accepte que 2 Camerounais par an à HEC, et ce sont les 2 meilleurs, les 2 meilleurs de la Cato à Yaoundé. Et moi, j'y étais alors que j'avais de très mauvaises notes au Cameroun. Donc, j'étais à HEC, à côté de celle. Quand j'étais dans la même classe qu'une personne d'HEC, moi, j'étais parmi les derniers de la classe, et elle était parmi les premiers, dans les 3 premières de la classe. Et on s'est retrouvés à HEC la même année. On a entré la même année. Mais elle est arrivée du Cameroun. Donc, elle était vraiment la meilleure de la Cato, de l'Université catholique de Yaoundé. Et moi, j'ai juste fait prépa à la voie des Blancs. Et le fait qu'on ait pris que 2, moi, si j'étais restée au Cameroun, je n'aurais pas fait HEC. Donc, tu vois un peu comment est-ce qu'on on trie on trie les Noirs, en fait. On prend 2 au Cameroun, on prend 2 en Côte d'Ivoire. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. Pour te dire que mon esprit était colonisé, je me disais que, mais c'est normal, là. Le blanc, c'est le meilleur système éducatif. Quand j'ai eu le déclic, c'est pas HEC qui m'a fait avoir ce déclic. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Et c'est quand j'ai découvert les violences systémiques. C'est en fait beaucoup de philosophie. La philosophie que j'ai découverte en prépa et j'ai continué quand je suis arrivée dans le milieu du travail. Donc, j'ai décidé de faire un bloc de philosophie et j'ai lu et je me suis rendu compte que en remettant tout en question, en mettant des points d'interrogation sur tout, on se rend compte que même sa vision de l'Afrique, même sa négritude, j'ai découvert les études décoloniales, j'ai découvert l'anticapitalisme, et j'ai dû rejeter tout ce que j'ai appris à HEC. Donc, HEC, c'est l'école du capitalisme, c'est l'école de la... Bon, c'est filmé, on va dire ça, qui pérennise la suprématie blanche. Et le métier que je fais, va à l'encontre de tout ce que j'ai appris. Voilà.
Assisi, il faut souffrir pour être française, c'est le titre entier de son petit nom Assisi, publié chez Présence africaine le 14 mars 2019. Et je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il est sélectionné pour le prix Kuruma. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très honorée. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? J'étais en thérapie et j'ai fait rire ma psy en disant « Ah si, il faut souffrir pour être française ». Et elle a rigolé et j'ai dit « Ah donc c'est drôle, donc je vais noter ». Et je savais que je voulais parler du vécu des femmes noires en France. Et je ne savais pas comment l'aborder. Je ne savais pas si je devais en faire un spectacle de stand-up, ce que j'ai fait, qui s'appelle « Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ». Et je ne savais pas s'il fallait en faire un podcast. J'avais commencé des essais, est-ce qu'il faut que j'interviewe des femmes noires, etc. Mais je voulais aborder cette question-là parce que c'était une sorte de... Tu sais, je ne sais pas si ce qui t'arrive à toi ou ça arrive à tout le monde qui est comme toi. En fait, tu essaies de comprendre ce qui se passe dans ta vie. Et je ne savais pas comment l'aborder. Et donc, il s'est trouvé que j'ai eu un nouvel ordinateur le lendemain d'une rupture amoureuse. Donc, j'ai écrit le quart du roman dans les 3 semaines qui ont suivi la rupture. Et j'ai interviewé des femmes pendant cette période-là, et des femmes non blanches en France. Je voulais... c'est un roman qui est à la fois une autofiction, c'est-à-dire une fiction autobiographique. Tout ce qui s'y passe est vrai. Rien à inventer, même si ça te fait rire. C'est vrai, même si c'est absurde et grotesque, c'est vrai. Dans la réécriture du livre qui a eu en 2018, je l'ai présenté comme un journal de bord. Donc, le personnage principal, Cécile Ama, veut préparer son premier livre. Et elle raconte comment est-ce qu'elle va rencontrer les personnes qu'elle interviewe, et en même temps qu'elle veut préparer son premier livre, elle veut partir au Canada, elle en a marre de la France. Et on la suit, en fait. C'est ça qui crée la chronologie de l'histoire. Donc, c'est un roman qui dénonce la façon dont la France traite les femmes non blanches. Et ça se veut humoristique. C'est pas comme le 9 histoires lumineuses que j'ai écrit, mon premier livre, mes bébés, que j'ai écrit en dépression nerveuse, qui est drôle parce que quelquefois, quand tu es profondément dépressive, tu es drôle, tu es aussi profondément drôle. Il est drôle involontairement. C'est du tragique-comique. Ça, c'était assez s'il faut souffrir pour être française. Le but, c'était aussi de faire rire. Donc, que les femmes noires ou les femmes non blanches qui le lisent, mais je pense notamment à mes sœurs noires, qu'on se sente bien, qu'on rigole parce qu'on est ensemble, vraiment. Au Cameroun, déjà en France ou dans n'importe quelle baptocratie, pays de race blanche, dit de race blanche, même si c'est un pays stolen land, un pays comme le Canada, dans les baptocraties, les femmes noires ont ce point commun qu'elles vivent la misogynie noire, elles vivent le racisme anti-noir et le sexisme systémique. Et dans les pays comme le Cameroun, on ne vit pas le racisme anti-noir, pas au quotidien en tout cas. Et ce qu'on va vivre et ce pour quoi on va lutter, on va vivre le sexisme, ça c'est sûr. Donc, on lutte énormément contre l'omerta face à la culture du viol. Moi, je sais que j'ai dénoncé le gars qui m'a violée quand j'étais petite à ma famille, mais tu t'inquiètes que c'est pas comme si on faisait passer le mot que faites attention, le gars là, non. C'est-à-dire, on m'a dit au contraire que oh, mais ça va, il n'est pas allé bien loin, tu vois, un peu. Parce que j'avais encore mon hymen. Il me disait, oh, mais ça va, tu vois. Enfin, donc, il faut qu'il aille comment je te jure. Bref. Mais attends. Bref. Donc, les féministes au Cameroun militent contre cette culture de l'omerta, on milite contre la violence faite aux femmes, pas seulement le viol, mais le fait qu'on batte les femmes, que ce soit normal, hein, parce que la femme est infantilisée, le fait que pour avoir son compte en banque, il faut l'accord du mari, enfin, au Cameroun, le fait que, je sais pas, même la façon dont tu t'habilles dans les institutions publiques, je sais pas, j'ai pas le droit de porter les pantalons quand je vais au commissariat, ce genre de choses, tu vois, on milite pour tout cela, on milite pour l'accès à l'éducation, et aussi le rapport de classe. Et moi, c'est ce que je remarque beaucoup. Enfin, c'est être une femme noire à Bonaparte, comme être une femme noire à New Bell, c'est pas le même vécu. En France, ce sera même les femmes noires qui militent, les afroféministes noires de France qui militent pour un meilleur traitement des femmes de chambre dans les hôtels.
c'est de l'exploitation. Et donc, les femmes noires sont exploitées au Cameroun quand elles sont, rapport de classe, rapport de genre, elles sont exploitées au quotidien par leur mari, leur fils. Ben, c'est elles qui doivent se lever pour débarrasser la table, se lever pour faire la table, pour faire la cuisine. Elles travaillent en permanence. Elles usent leur corps. Et le truc, c'est que quand tu t'arrêtes de travailler, elles portent le poids de la famille, en fait. Quand tu t'arrêtes de travailler, c'est très mal vu. On l'a vu en France avec comment on a brûlé les sorcières. Toutes les femmes, on les appelait les sorcières, toutes les femmes qui disaient que, ah non, non, on fait pas d'enfants, nous, on fait pas tout on se marie pas, hein. On s'est dit, ah non, c'est quoi ça? C'est une exploitation des femmes, une exploitation gratuite, le travail gratuit des femmes, le travail domestique. On ne milite pas encore pour la rémunération du travail domestique. Et moi, franchement, mais je te jure, on va y arriver. On va raconter une époque. Vous savez qu'à une époque, les femmes travaillaient comme ça là, gratuitement. Elles faisaient la vaisselle à la maison là, gratuitement. On va raconter ça. Le féminisme camerounais n'inclut pas encore les questions LGBT. Donc, les questions des femmes trans, les questions des femmes lesbiennes, comme elles sont abordées, par exemple, dans le féminisme sud-africain ou brésilien, afro-brésilien. En tout cas, dans mes créations, mes personnages sont des femmes du Cameroun et elles sont des femmes queer et trans et c'est ma façon à moi. Le problème que je rencontre, c'est que j'ai pas d'audience encore au Cameroun. En même temps, au Cameroun, c'est criminalisé, hein. Donc, mais je n'ai pas de public camerounais. Mes followers ne viennent pas du Cameroun. C'est fort dommage parce qu'il n'y a que les Camerounais qui peuvent comprendre ce que j'ai dit. Ça concerne les hommes parce que certes, vous êtes les plus de 90% des violeurs. Donc oui, évidemment que ça vous concerne. Juste arrêtez de violer. Arrêtez. Donc, on est dans une culture où on va plus éduquer les femmes à comment éviter d'être violées plutôt qu'éduquer les hommes. Hey, arrête de violer. Sachez où se trouve votre place, en fait. C'est surtout ça. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont en situation de privilège. Donc, sachez où se trouve votre place. Au Cameroun, tu vois la question de la classe énormément. Je voulais aller soutenir une de mes consoeurs afropéennes qui faisait la promotion de son livre au Cameroun. Je suis allée avec le gardien de mes parents, celui qui garde la maison, le gardien de nuit de mes parents. On n'a pas voulu faire entrer le gardien de nuit. J'ai demandé qu'on me rende mon argent. Je suis repartie. Et parce qu'il n'entre pas dans cet espace, c'était une galerie d'art à Douala, à Bonapriso. On dit que, ah non, c'est pas pour eux. Tu vois un peu. Et moi, pour moi, c'est un endroit que je boycotte maintenant. Donc, maintenant, connaissez votre place et sachez que, hey, donc, depuis tout ce temps, moi, on me laisse entrer dans certains espaces ici à Bonapriso parce que je suis de une certaine classe sociale. Maintenant, il va falloir, faites votre travail de communiquer sur le problème que vous avez identifié avec vos pairs. Je ne vais pas commencer à rassembler les employés de maison là pour dire que alors, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour que vous puissiez entrer. Non, je dois communiquer avec les autres personnes qui se font chauffeuriser, tu vois. Je dois communiquer avec les autres climatisologues. Donc, ouais, connaissez votre place et sachez vous taire, sachez écouter et sachez vous battre pour les personnes que vous opprimez. Même dans votre sommeil, vous les opprimez. Voilà. Faites des choses. Déjà, quitter la France, c'est un acte, c'est comme, non, même pas quitter la France, vivre en France, quand tu viens du Cameroun, c'est comme cohabiter avec la personne qui a violé ta mère, tu vois un peu. Et même si tu es le fruit de ce viol, même si tu as l'habitude de cette personne, ça reste, enfin, tu gardes le souvenir de ce viol et ce viol, bah, il perdure. Ben, c'était juste quitter ce pays-là. Si j'avais grandi au Kenya, peut-être que ouais, j'aurais vécu la France différemment. Mais je vois la France même quand je rentre au Cameroun, tu vois. Et c'est effarant. Mais juste la scène à l'ambassade du Cameroun que je décris à Sissi, je vois la France dans cette scène-là. Et c'est juste effarant. On est encore en pleine colonisation. Je vois la France dans mon quartier au Cameroun, mais c'est juste un comportement que je ne verrais même pas en France, tu vois. Et je ne voulais pas le subir cette insulte au quotidien. Donc, j'ai changé de pays et je voulais un pays qui puisse me propulser dans ma carrière, où je puisse pouvoir continuer à dire
où je pourrais pouvoir continuer à dire ce que j'ai à dire sans avoir à reformuler mon propos pour allez, on va essayer de bien passer. Quand j'ai commencé à être artiste professionnellement, euh, donc à vouloir être payé pour ça, bah, j'étais déjà suffisamment énervée. Là, je suis en mode, bah, voilà, là, je suis pas là pour toujours. Je suis pas éternelle. Donc, le reste du temps que je vais passer sur cette terre, s'il faut que je reste vivante, je vais vivre pour ça, pour ce combat-là, ces combats-là. Et donc, c'était de la colère, comme le dit le dramaturge congolais Dieudonné Nyanguna. Le théâtre africain s'écrit debout, le stand-up africain s'écrit debout, il s'écrit en colère, la littérature africaine s'écrit debout et en colère. Donc, on a ce point commun là que, à partir du moment où tu es consciente de toutes les oppressions que tu subis, forcément ta création va se faire en colère, même si elle est drôle, même si elle fait rêver, etc. Elle va se faire en colère. Tu as un message à faire passer. Toutes les personnes qui n'ont pas dans mon idéal, je veux une approche intersectionnelle du panafricanisme, donc un militantisme pour les Noirs et un militantisme pour les femmes, pour les personnes LGBTQIA+, et un militantisme contre le capitalisme. Et qu'on se rende compte, en fait, que nous, en tant que diaspora, qui se dit, on va peut-être faire des bars à fruits à Bonanjo, on va boire dans des anciens pots de confiture, on va faire des petits espaces un peu à la Brooklyn, à Bonapriso. Bah, essaye de penser, oui, certes, faisons-le, c'est génial, moi je serai la première à venir boire manger de goyave là-bas, mais faisons-le en disant, mais comment, en investissant, en développant ce projet sur le continent, comment est-ce que je soutiens de façon systémique les personnes moins privilégiées? Comment est-ce que je les inclus? Même pas que c'est pas la charité, c'est le pouvoir qu'on veut leur donner. Comment est-ce que je les inclus dans la conversation? Parce que pour l'instant, moi, je vois beaucoup d'exclusion. Je vois les prix de ces jus dans ces espaces climatisés. Là, tu n'es pas en train de les inviter à venir boire. Pour moi, c'est ça. La réflexion doit vraiment être intersectionnelle. À chaque fois qu'on prend des mesures individuelles elle doit même pas seulement être intersectionnelle, elle doit être vraiment politique, sciemment politique. Le boycott, mais vraiment juste le boycott des entreprises les plus connues, là, des grosses marques. On a des marques de luxe noires. Donc, voilà, ça passe aussi par là. Donc, si tu veux dépenser ton argent, oui, dépense. C'est bien. Mais va à la maison Château-Rouge, tu vois. Va soutenir des Noirs. Si on veut passer par la consommation, ben voilà, qu'elle soit politique. Si on veut passer par le divertissement, ben qu'il soit politique. En fait, je pense que ça a été bien préparé par la culture mainstream nigérienne. Tu vois, donc c'est quand même une culture musicale et même cinématographique de plus en plus qui a réussi à s'exporter, mais à travers le monde. Donc, on a une autre vision du continent, qui est une vision à laquelle on n'avait pas l'habitude. Donc, on les voit porter les couleurs bien vives, là, à faire les azonto, tu vois, on les voit, ils vendent du rêve, quoi, à des personnes qui ont été, parce que le retour, bien entendu, c'est plus les personnes, les descendants de personnes prises en otage. Ces descendants-là qui sont nés hors du continent, bien sûr, rêvent d'un endroit où on peut enfin, peut-être que c'est là-bas que je serai moi, en fait. Peut-être que c'est là-bas que ça va marcher. Si j'étais un homme noir, cisgenre, hétérosexuel, de bonne famille, je serais là, maintenant, je serais déjà à l'aéroport de Toronto. Là, je serais déjà rentré au Cameroun depuis. Je sais pas ce que je fais ici. C'est le truc. Ouais, si tu peux évoluer dans un espace sans être persécuté, en te sentant libre d'être qui tu es, libre d'aimer qui tu aimes, et libre de construire ta vie. Donc, si tu as des opportunités, si tu n'as pas besoin de trimer pour manger, tout en étant au Cameroun, mais qu'est-ce que tu fais au Canada, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Donc, ouais, pour moi, l'année du grand retour, l'année du retour de la diaspora, c'est pour les personnes qui
qui peuvent se permettre ce retour-là. Donc, vous avez déjà un réseau sur place ou pas du tout. Vous avez votre capital financier, votre capital économique. Vous pouvez vous marier, fonder vos familles en toute liberté là-bas. Ouais, tant mieux pour vous. Franchement, allez-y. Mais je suis sincèrement jalouse. Mais vraiment, à votre place, franchement, à votre place, je ne serais pas en train de payer le loyer. Si je serais dans une voiture climatisée au Cameroun. Franchement, si nous étions toutes et tous égales en empathie, c'est-à-dire si nous étions toutes et tous pro-LGBT, pro-féministe, anti-classiste, etc., franchement, il y aurait des chances qu'on se donne toutes et tous la main et qu'on reconstruise ce continent ensemble. Mais à partir du moment où là, on est en train de se dire que ouais, non, il faut que la personne au pouvoir soit musulmane, non, il faut que la personne au pouvoir soit chrétienne, non, il faut que la personne au pouvoir soit de tel. Non, franchement, c'est la fatigue. Yeah, yeah.